pour ce nouveau moment d'échange entre Figeac Aéro et les investisseurs individuels. Donc, vous savez que cette série de webcasts porte désormais le nom en direct du cockpit. Et donc aujourd'hui, c'est la 11e édition et qui va donc être dédiée, comme vous le savez, à la publication de nos résultats annuels qui ont eu lieu hier soir. Je suis accompagné ce soir du directeur financier et administratif du groupe, Joël Malviane. Bonjour à tous. Et malheureusement, nous aurions dû avoir Jean-Claude Maillard avec nous, mais il a été retenu malheureusement à la dernière minute. Et donc, pour ces raisons-là, nous ne serons que tous les deux. À nouveau, merci à tous de votre présence et on va démarrer la présentation dès à présent. Alors, sur le plan de vol aujourd'hui, bien entendu, je vais vous passer le profil du groupe parce que je crois que vous nous connaissez bien et on va passer très directement aux faits marquants de la période. On aura notre point habituel sur la dynamique de marché. Joël rentrera dans le détail de la publication d'hier soir. Et nous terminerons avec un point sur nos avancées relatives au plan stratégique Pilote 28. Et on terminera naturellement avec les perspectives. Et nous aurons l'occasion à ce moment-là d'avoir un échange, soit au travers de questions que certains d'entre vous ont eu l'amabilité de nous passer au préalable, soit, le cas échéant, si vous souhaitez poser une question en live, c'est possible. Il faudra à ce moment-là respecter le processus de lever la main sur l'interface Teams et d'attendre. On vous invite à ouvrir votre micro. Voilà, on va démarrer tout de suite donc, sur les faits marquants. Cette année, on enregistre une performance qui est globalement solide. Malgré des impacts négatifs qui sont principalement liés à l'affaiblissement du dollar américain et à l'incendie que nous avions connu au 4e trimestre sur le site d'Aulnat en France. Le chiffre d'affaires sur la période s'élève à 486,8 millions d'euros, parfaitement en ligne avec nos objectifs entre 470 et 490 millions d'euros, soit une croissance organique de 15,8%. Cette performance est tirée par la quasi-totalité des grands programmes aéronautiques, aussi bien civils que militaires, ainsi qu'un certain nombre d'autres éléments non récurrents. L'EBITDA courant atteint 78,6 millions d'euros, là aussi conforme à notre guidance entre 77 et 83 millions d'euros, et ça représente une hausse d'environ 13% et 24% lorsqu'on exclut l'impact du change. Cette progression de la rentabilité repose sur l'augmentation de l'activité, bien sûr, une bonne maîtrise des coûts, mais également la poursuite de nos progrès en Amérique du Nord et notamment au Mexique. Cette progression, elle est compensée partiellement par les effets du change, comme j'en ai parlé, et l'impact de l'incendie. Côté free cash flow, il ressort à 36 millions d'euros, également en ligne avec nos perspectives entre 35 et 40 millions d'euros, quasiment stable donc par rapport au niveau record que nous avions établi l'année dernière à quasiment 38 millions d'euros. On a donc une exécution solide sur cet exercice et on atteint l'ensemble de nos objectifs pour la 5e année consécutive. On poursuit également notre trajectoire de désendettement et on a un levier financier de 3,35 contre 3,8 il y a un an. Et ça résulte de la baisse de la dette nette et évidemment, j'en ai parlé, d'un EBITDA en hausse. L'ensemble des résultats s'inscrit dans une dynamique, un environnement qui reste particulièrement porteur, aussi bien sur le civil que le militaire. Malgré un ralentissement au Moyen-Orient, le trafic aérien continue de progresser et la demande pour de nouveaux avions reste très soutenue, nettement supérieure aux capacités de production actuelles. C'est ce qui entraîne le fait que désormais, chez les grands constructeurs, on a des carnets de commandes qui sont toujours à des niveaux records. Et pour prendre un exemple, aujourd'hui, Airbus a un carnet de commandes qui désormais dépasse les 9000 unités fermes. Donc, dans ce contexte, il apparaît très peu probable que les tensions actuelles aient un impact structurel sur le transport aérien et nos marchés. Nous poursuivons par ailleurs le déploiement de Pilote 28 avec, je dirais, des avancées qui sont conformes
à nos attentes. La dynamique commerciale reste forte, et notamment en Amérique du Nord. Pour tous ceux qui suivent un petit peu notre actualité, vous avez vu qu'on a signé un certain nombre de contrats sur cette région-là. Et même si un ralentissement apparent peut être observé cette année en termes de rythme de prise de commande, nous sommes actuellement engagés dans des discussions très avancées qui portent sur des contrats qui sont en moyenne beaucoup plus importants que ce que nous avons signé jusque-là. Et évidemment, de par leur taille, ils sont par nature plus longs et plus complexes à négocier. Et donc, dans ce contexte, on reste parfaitement confiant quant à l'atteinte de notre objectif de chiffre d'affaires à l'horizon 2028. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à mi-parcours de Pilote 28. Et donc, on prépare déjà activement l'après Pilote 28, et si je puis dire, l'après Jean-Claude Maillard aussi. Et donc, dans cette préparation, notre objectif est de maximiser la création de valeur à l'issue du plan pour l'ensemble de nos parties prenantes dont vous faites partie. À ce titre, on a identifié un certain nombre de nouvelles initiatives stratégiques qui vont cibler des opportunités de marché et des segments spécifiques, à savoir le traitement de surface, la défense bien sûr, et une intégration opportuniste de certains éléments de notre chaîne de valeur. Ces investissements représentent entre 20 et 30 millions d'euros et ils seront réalisés sur l'exercice clos à mars 27 et celui clos le 31 mars 2028 à raison de environ 10 à 15 millions pour chaque année. Dans la continuité de ces éléments, nous réitérons nos objectifs opérationnels à l'horizon 2028, à savoir un chiffre d'affaires et un EBITDA courant à plus de 600 millions et 100 millions respectivement. En revanche, en raison de nouvelles hypothèses moins favorables qu'auparavant sur le dollar américain que nous avons désormais adopté et du lancement de ces initiatives stratégiques, nous procédons à un léger ajustement de nos autres objectifs, notamment le free cash flow et le levier financier. Donc, je vais passer à la dynamique de marché. Donc, je vous le disais, on continue d'observer une bonne dynamique du trafic aérien. Avec le conflit en Iran, on a constaté des fermetures d'espaces aériens, la réorganisation de nombreuses routes aériennes au sein et autour du Moyen-Orient, ainsi qu'une forte hausse des prix du kérosène. En conséquence, on observe un ralentissement à court terme du trafic passager. Il était à plus 6% au mois de février par rapport à février 2025. Il est passé à plus 2% en mars, c'est-à-dire avec cette fois-ci les premiers impacts du conflit, et il est à moins 3% en avril. Cependant, lorsqu'on regarde ça depuis le début de l'année, on continue à avoir un trafic passager en croissance à 2,1% depuis le 1er janvier. Côté fret, c'est quasiment plus 4%. À nouveau, ces éléments illustrent la résilience du transport aérien. Ces impacts qui sont liés au conflit sont essentiellement cycliques et non structurels de notre point de vue. Sauf nouveau choc des prix et de la disponibilité du carburant, nous nous attendons donc à un retour à la normale une fois le conflit résolu. Le trafic aérien sera alors de nouveau porté par les grandes tendances de fond que nous connaissons et qui restent pleinement valides aujourd'hui. Par ailleurs, à ce stade, on n'observe aucun ralentissement de la demande d'avions. Et je dirais même que, dans certains cas, certains analystes avancent même l'inverse, comme quoi la hausse des prix du carburant pourrait stimuler encore davantage la demande pour des appareils modernes qui sont moins consommateurs en carburant. Quoi qu'il en soit, les chiffres aujourd'hui semblent supporter une telle hypothèse. À fin mai, Airbus, Boeing et Embraer, les principaux constructeurs, avaient déjà enregistré sur la période plus de 1000 commandes nettes, soit un niveau globalement en ligne avec les 2100 commandes nettes qui avaient été enregistrées sur l'ensemble de l'année 2025, qui était déjà un niveau extrêmement fort. Ces dernières années, cette demande a systématiquement dépassé les capacités de livraison des constructeurs, ce qui a entraîné un carnet de commandes à nouveau qui bat des records, avec cette fois-ci plus de 17 500 appareils commandés fermes, dont 53% sont chez Airbus, notre premier client. Après un premier trimestre un peu lent, Airbus a livré 81 appareils en mai et dépasse désormais son niveau de livraison de l'an dernier à la même période. Je me fatigue moins. De son côté, Boeing continue d'augmenter ses cadences de production, notamment sur les 737. Au total,
Les livraisons devraient retrouver leur niveau record de 2018, soit plus de 1600 appareils sur l'année 2026, avant de continuer à progresser pour dépasser allègrement les 2000 unités à l'horizon 2030. Donc les cadences de production sont donc orientées à la hausse et le niveau de confiance pour nous reste très élevé. Passons maintenant aux 3 principaux programmes pour Figeac Aéro. Tout d'abord, les monocouloirs et le programme A320. Et c'est un programme sur lequel on génère environ 120 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et qui était en hausse de quasiment 20% sur l'année. Le problème administratif en Chine semble désormais résolu avec ses 81 livraisons en mai, dont 62 A320. Depuis le début de l'année, c'est pas loin de 200 appareils qui ont été livrés, contre 189 à la même période à la fin mai 2025, ce qui montre d'ores et déjà une progression. Les commandes nettes ont atteint un niveau équivalent à celui de l'an dernier d'ores et déjà. Et donc, le carnet de commandes aujourd'hui se situe à un niveau impressionnant de près de 7500 appareils uniquement sur cette famille A320. Principalement des A320, A321 Neo, et ce qui représente plus de 12 années de production. Airbus se montre confiant quant à sa montée en cadence jusqu'à 75 appareils par mois d'ici à 2027 et au-delà. Lorsqu'on regarde maintenant le 737 de Boeing, on observe une dynamique assez similaire, avec un carnet de commandes record qui se rapproche des 7000 appareils et près de 5000 pour le seul programme 737. La prise de commande est soutenue. L'élément marquant ici, c'est l'accélération significative des cadences de production chez Boeing. Boeing va ouvrir une 4e chaîne d'assemblage finale dans le nord-ouest américain, et c'est ce qui va leur permettre aujourd'hui de passer d'un rythme qui était autour de 38 avions par mois l'été dernier pour transitionner à 47 par mois dans les prochaines semaines. Et la société a indiqué viser désormais un rythme de 63 avions 737 par mois à moyen terme et à plus long terme, atteindre ce rythme de 70 appareils. Évidemment, aujourd'hui, on n'a pas d'indication en termes de timing là-dessus, mais c'est assez intéressant de constater que désormais, l'optimisme est tel chez Boeing qu'ils envisagent de matcher plus ou moins la production record que Airbus entend réaliser avec sa propre famille A320. Et c'est donc une excellente nouvelle pour nous qui sommes exposés à ce programme, mais également pour l'ensemble de la filière aéronautique, avec les 2 géants de la filière qui sont en pleine forme et qui vont alors permettre à chacun de travailler au maximum de nos capacités. Je voudrais rappeler à chaque personne, si vous voulez bien couper vos micros, par contre, ce serait fort apprécié de mon côté, car j'ai beaucoup de petits bruits parasites. Je vous en remercie d'avance. Pour passer maintenant au long courrier et la 350, c'est un programme qui, lui, représente environ 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je veux que vous vous rappeliez que chaque appareil qui est livré aujourd'hui nous permet de reconnaître environ 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires par appareil. Ici aussi, le carnet de commandes est très important et il offre une visibilité de plus de 15 ans. La principale difficulté sur ce programme-là a été de relancer les cadences du programme à leur niveau qui était celui d'avant Covid, soit environ 10 appareils par mois, et on n'y est pas encore. On livrait jusqu'à présent un peu plus de 6 avions par mois de notre côté, et l'objectif affiché et confirmé par Airbus est un objectif à 12 par mois d'ici 2028, donc un quasi-doublement. Grâce au contrôle que Airbus exerce désormais sur les sites de Spirit AeroSystems qui étaient impliqués sur ce programme-là, ils vont pouvoir réinvestir sur ces sites-là qui étaient un goulot d'étranglement à proprement parler. Et donc, ça nous permet d'anticiper enfin une véritable accélération des cadences sur cet appareil. On observe la même dynamique sur les autres appareils. Pour essayer de gagner un petit peu de temps, je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus et je vais passer directement avec un point sur l'environnement actuel. On en a parlé un petit peu à l'occasion du 4e trimestre pour ceux qui étaient là avec nous. À l'exception des moteurs de Pratt & Whitney, sur la performance de la chaîne d'approvisionnement, on constate une amélioration progressive dans son ensemble. On a notamment une forte montée en cadence de la production des moteurs LEAP qui équipent la plus grande partie des A320
et qui sera encore soutenu par des nouvelles capacités industrielles développées par Safran. Et ça va contribuer donc à réduire le problème de ce que l'on appelle les planeurs, c'est-à-dire ces avions qui sont produits sans qu'on puisse mettre des moteurs sous les ailes. J'en parlais juste avant, le fait que Airbus ait désormais le contrôle des programmes des sites de Spirit, c'est ce qui va nous permettre de enfin soutenir les cadences de production des programmes A220 et A350. Et comme évoqué précédemment, on voit que Boeing affiche une très forte dynamique en termes de ramp-up des productions. Et donc, au global, on constate finalement moins de perturbations et plus d'améliorations, et c'est ce qui nous rend confiants dans l'accélération des cadences de production à court et moyen terme. Sur le plan géopolitique, on en a parlé tout à l'heure, on n'observe aucun changement structurel dans la dynamique du trafic aérien et on ne constate pas non plus d'annulation significative de commandes. Donc à ce stade, on va donc pouvoir considérer que la taille même des carnets de commandes aujourd'hui permet largement d'absorber toute baisse temporaire du trafic et de très très loin. Par ailleurs, concernant la logistique et les coûts de nos intrants, les principaux impacts en fait se concentrent aussi bien sur les prix de l'aluminium que ceux de l'énergie. Sur le prix des matières premières, donc de l'aluminium, il se trouve que nous répercutons quasi automatiquement le prix des matières premières à nos clients au titre des contrats que nous avons avec eux. Le prix du métal n'est donc pas un impact pour nous sur notre PNL. Par ailleurs, en ce qui concerne l'énergie, on bénéficie d'un programme de prix fixe jusqu'à quasiment 2032. De ce point de vue-là, nous ne serons pas impactés non plus à court ou moyen terme par l'évolution des prix du gaz ou des choses qui auraient lieu au titre de ce conflit au Moyen-Orient. Enfin, ce conflit, effectivement, a été, en quelque sorte et paradoxalement, une source d'opportunité pour nous. Puisque, avec l'appréciation du prix du pétrole, est venue l'appréciation également du dollar américain par rapport à l'euro et à d'autres devises. Et ça nous a permis de sécuriser en grande partie notre politique de couverture de change pour les exercices clos au 31 mars 2027 et partiellement en mars 2028. Ça se fait dans des conditions qui étaient beaucoup plus favorables que ce que nous avions avant le conflit, puisqu'à ce moment-là, un euro valait quasiment 1,2 $, alors qu'on est revenu à des 1,15 aujourd'hui. Donc ainsi, à ce stade, on peut considérer qu'on n'a pas aujourd'hui d'impact négatif significatif de cette crise au Moyen-Orient sur l'ensemble de nos marchés. Au contraire, on a constaté ces dernières semaines, ces derniers mois, que toute crise géopolitique, finalement, ne fait que renforcer la perception de la plupart des gouvernements qu'il est nécessaire pour eux, dans le monde actuel, d'augmenter leurs dépenses militaires. C'est une réalité aussi pour l'Europe, car l'Europe, en 2025, selon l'étude du CIPRI, est devenue le moteur de croissance de la hausse des dépenses militaires dans le monde, avec près de 900 milliards de dollars dépensés en 2025 et une augmentation de 14% sur l'année. Et ça, c'est une tendance que l'on peut considérer comme structurelle, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de plans d'investissement pluriannuels. Et elle est évidemment portée par des éléments majeurs que vous connaissez tous, la guerre en Ukraine, bien sûr, puisqu'elle est aux portes de l'Europe, mais aussi le désengagement des États-Unis et de l'administration Trump en Europe, et par conséquent, la nécessité pour les pays européens de renforcer leur souveraineté stratégique en matière de défense. On le voit illustré dans les cadences de production du Rafale, puisque aujourd'hui, avec un carnet de commandes de 220 appareils au 31 décembre, et auquel il conviendrait de rajouter, si cela est confirmé, la commande de l'Inde de 114 appareils et qui pourrait être complétée aussi par 31 Rafale version marine. Et il y a d'autres également potentiels, notamment en Ukraine, mais également en Indonésie. Et tous ces intérêts vont venir se rajouter à un carnet de commandes d'ores et déjà bien rempli. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une augmentation prévue des cadences de production du Rafale, qui est très importante. On était autour de 2,5 par mois sur l'exercice passé.
et on devrait atteindre les 4 par mois en 2028, et la cadence de 5 par mois en 2030 est un élément qui aujourd'hui est à l'étude, mais qui pourrait être parfaitement justifié par les commandes indiennes notamment. Voilà, j'en termine sur ce point marché et je vais passer la main à Joël Malvial, directeur financier du groupe, et qui va vous détailler les résultats financiers. Simon a commencé à indiquer certaines tendances. Le chiffre d'affaires du groupe pour cet exercice clos le 31 mars 2026 s'élève à pas tout à fait 487 millions, contre 432 millions un an auparavant, soit une progression de 13% d'un point de vue comptable et de quasiment 16% si on intègre le taux de change constant, le dollar. Nous avons converti nos dollars de façon moins intéressante cette année que l'an dernier. Et si nous avions converti les dollars avec la même parité, nous aurions fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus. Au niveau de l'EBITDA, qui est le driver principal de la mesure de la performance du groupe, notre EBITDA courant s'élève à 78,6 millions cette année. Il était à 69,5 millions un an auparavant, soit une croissance de 13%. Là aussi, le fait que nous avions échangé nos dollars cette année de façon moins intéressante que l'an dernier, cela représente un impact négatif de l'ordre de 7,5 millions d'euros. Et en réintégrant ces 7,5 millions d'euros sur les l'EBITDA courant, nous aurons eu une croissance de 24%. Au niveau du résultat opérationnel courant, ce que les financiers appellent l'EBIT, celui-ci s'établit à 28,3 millions, contre pas tout à fait 23 millions un an auparavant, une progression importante de plus de 25%. Au niveau du résultat opérationnel, on retrouve la même progression. Le résultat opérationnel diminué du résultat financier qui est en légère amélioration cette année. Nous avons un résultat avant impôt positif de 700 000 euros, alors qu'il était négatif de plus de 6 millions à 6,4 millions un an auparavant. En ce qui concerne le résultat net, celui-ci s'établit à 500 000 euros contre 3,6 millions un an auparavant. Mais là, on ne compare pas tout à fait des choses comparables, puisque l'an dernier, vous voyez que nous passons d'un résultat avant impôt négatif de 6,4 millions à un résultat après impôt bénéficiaire de 3,6, parce que nous avions activé plus de 10 millions d'euros de déficit fiscal reportable, alors que nous n'en avons activé que 2 millions cette année. Donc, l'amélioration forte du résultat du FIJAC Aero est atténuée au niveau des résultats nets par ces différentes activations. Au niveau du bridge EBITDA, l'explication de comment nous sommes passés d'un EBITDA de 69,5 millions d'euros, soit 16,1% du chiffre d'affaires, à un EBITDA de 78,6 millions d'euros. Vous voyez là les principaux drivers. L'augmentation de l'activité nous a permis d'optimiser la structure de coûts, c'est-à-dire que essentiellement nos coûts fixes ont progressé moins vite que l'activité. Cette maîtrise de nos coûts fixes a permis de générer 17,7 millions d'euros d'EBITDA complémentaires. À cela s'ajoute une meilleure contribution de l'établissement de FIJAC Aero Mexico pour 1,3 million. Nous avons réduit les pertes de l'établissement du Mexique à hauteur de 1,3 million par rapport au résultat de mars 26 contre mars 25. En ce qui concerne les éléments minorants de l'EBITDA, on en a parlé, un impact du change de 7,5 millions d'euros négatifs et un impact de 2 millions, puisque suite à l'incendie du site de Auvergne Aéronautique, nous avons eu un manque de facturation de un peu plus de 5 millions d'euros, ce qui génère de l'ordre de 2 millions d'euros d'impact négatif au niveau de l'EBITDA. Au niveau des flux trésorerie, comment s'est comportée la trésorerie du groupe lors de cet exercice? Nous avons une capacité d'autofinancement qui était de 63,4 millions en mars 25. Elle est de quasiment 71 millions d'euros cet exercice-ci, une croissance analogue à la croissance de l'EBITDA, une contribution positive du BFR à hauteur de 12 millions contre 11,4 un an auparavant,
L'ensemble nous conduit à avoir un flux de trésorerie opérationnelle qui mesure l'aptitude du groupe à générer de la trésorerie de par ses opérations habituelles, qui passe de 75 millions à 83, là aussi en hausse de l'ordre de 11%, parfaitement en ligne avec la croissance de la CAP et de l'EBITDA. Nous avons un effort significatif au niveau des investissements du groupe. Ces investissements du groupe qui ont consommé 37 millions d'euros en mars 2025. Cette année, une consommation de 47 millions parce que nous sommes engagés sur un programme d'investissement stratégique destiné à préparer le Figeac Terreau de demain. Simon en a parlé. Et à ce titre, nous avons engagé un peu plus de 2 millions d'euros au niveau de ces investissements stratégiques. L'ensemble nous conduit à des free cash flow quasiment identiques à ceux de l'an dernier. L'an dernier, positif de 37,9 millions. Cette année, positif de 36 millions. C'est quasiment au même niveau. Et en ce qui concerne les flux de financement, l'an dernier, ils étaient négatifs de 50,5 millions. Cette année, ils sont positifs de 10,2, puisqu'effectivement, nous avons émis une centaine de millions d'euros de nouvelles dettes. Nous en avons remboursé une soixantaine de millions. L'ensemble conduit à des variations de la dette brute, donc la variation des emprunts, avec une contribution positive de 43 millions, ainsi qu'une augmentation de capital de 10 millions, qui correspond à la demande de conversion des ordonnes, demande de conversion qui a été servie à l'émission de nouvelles actions. Au niveau de la structure financière de notre dette, donc une dette nette de 263 millions, qui intègre une trésorerie positive de 115 millions, soit une dette brute de l'ordre de 5 millions, un coût moyen de la dette de 5,7%, en légère amélioration par rapport au 5,8% du trimestre précédent. C'est normal, puisqu'une partie de la dette que nous avons émise nous a servi à rembourser la dette la plus chère. On avait levé deux dettes, une à 12% et une à un peu plus de 10% de taux d'intérêt. On a remboursé ces emprunts par anticipation. Et comme la nouvelle dette que nous avons levée a un coût moyen entre 5 et 6%, ça nous permet de baisser le coût moyen de la dette en nous débarrassant par remboursement anticipé de la dette la plus chère. En ce qui concerne le plan de remboursement de cette dette, on voit que nous allons rembourser à l'exercice 2027 de l'ordre de 59 millions, 67 millions en 2028 et 157 millions en 2029. Essentiellement, ce sont l'échéance de nos PGE et l'échéance du solde des années restantes. Cette dette sera bien sûr refinancée avec nos partenaires financiers dans les mois à venir. Un slide sur la trajectoire de désendettement. On voit que la dette nette baisse chaque exercice. On avait une dette nette de l'ordre de 290 millions en mars 24. On est aujourd'hui à 2 ans après, nous sommes à 263 millions. Avec une dette nette en légère baisse, mais par contre avec un EBITDA en forte progression, de l'ordre de arrêté à 70,6 millions cet exercice. Nous avons le levier qui est la division de la dette nette par le montant de l'EBITDA, qui cette année s'est établi à 3,35, alors qu'il était quasiment à 3,9 un an auparavant. Un point sur la couverture dollar. Le groupe facture de l'ordre de 65%, 2 tiers de son chiffre d'affaires en dollars. Nous sommes donc soumis à une variation de dollars qui impacte significativement notre chiffre d'affaires et notre EBITDA. On en a parlé lors du slide précédent. En ce qui concerne l'exercice mars 27, nous sommes couverts à 91%. Les flux net vendeurs sont couverts à 91% du volume, à un taux moyen de 1,1530. Et en ce qui concerne l'exercice mars 28, nous sommes couverts à hauteur de 15% du flux net vendeurs, à hauteur de pas tout à fait 1,1560. Merci beaucoup, Joël. On va prendre la suite sur un point sur nos avancées Pilote 28. Nous en parlions tout à l'heure et donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail là-dessus. On continue d'observer une forte dynamique commerciale. Au cours de l'année de cet exercice, on a enregistré 10 nouveaux contrats et ça a représenté plus de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à l'horizon de l'exercice à mars 28. La majorité de ces contrats provient, j'en parlais tout à l'heure, d'Amérique du Nord, principalement sur des programmes de jet d'affaires. Et c'est ce qui nous a permis notamment de renforcer
la contribution à l'EBITDA de notre site du Mexique ainsi que de notre site américain. Depuis le lancement de Pilote 28 en janvier 2024, nous totalisons près de 30 nouveaux contrats et qui représentent, pris dans leur ensemble, près de 47 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel attendu en FY28. 40% de ces contrats proviennent d'Amérique du Nord et 9% sont issus du segment défense. C'est pleinement en ligne avec les axes qu'on avait identifiés au moment du lancement du plan Pilote 28. Ces contrats couvrent l'essentiel des principaux programmes commerciaux et militaires du groupe et ils représentent ensemble plus de 58% de notre objectif à mars 28, à 2 ans de l'échéance du plan, donc vraiment à mi-parcours. Compte tenu des nombreuses discussions qui sont encore en cours et dont certaines portent sur des contrats, j'en parlais tout à l'heure, qui sont significativement plus importants et donc plus longs à négocier, on reste tout à fait aligné avec notre objectif. L'activité du groupe, elle, est bien orientée et je le disais, le carnet de commandes, lui, s'apprécie de quasiment 200 millions d'euros, soit 3,6% au 31 mars pour atteindre le niveau record de 4,8 milliards d'euros par rapport donc, au 31 décembre, donc en hausse de 4%. Cette hausse, elle est principalement portée par la hausse des cadences dans le civil et la défense, et les principaux programmes qui influent sur cette hausse sont l'A350, notamment avec l'impact des prochaines productions de l'A350 version cargo, l'A350F, le Rafale et le Boeing 737 dont je parlais tout à l'heure également. Donc, ce carnet de commandes, il est en hausse et il va ainsi continuer à soutenir la croissance de Figeac Aéro dans les mois à venir. Concernant la performance extra-financière, nos initiatives s'articulent autour de 3 grands piliers, comme vous le savez. Le premier concerne la réduction de l'empreinte carbone et l'amélioration de notre performance environnementale. Il s'agit d'une priorité pour nous, compte tenu de l'importance de l'empreinte carbone pour l'aviation civile. Donc, on est heureux de vous informer sur le fait qu'on a intégré effectivement de nouveaux sites dans notre solution de comptabilité carbone. On a certifié un 4e site ISO 14001 et de manière plus globale, on a pu améliorer la performance environnementale de plusieurs de nos sites. Par exemple, nous avons réduit et presque arrêté complètement l'utilisation du chrome 6 en France. Nous avons installé des toitures solaires sur des sites, notamment au Maroc. Nous avons également développé de nouveaux équipements de traitement de l'eau sur notre site de Brive, etc., etc. Les 2 autres piliers concernent l'optimisation de l'attractivité du groupe et de la fidélisation des talents qui nous rejoignent. On cherche également à améliorer globalement les notations extra-financières que le groupe peut glaner ici et là et qui constituent certains standards pour l'ensemble de l'industrie. Les efforts que l'on constate ici traduisent clairement cette année des progrès très significatifs. Prenons comme exemple Etifinance, on a une note stable à 58, mais qui est essentiellement stable pour des raisons d'extension du périmètre de reporting et qui, en dehors de toute expansion, aurait été en croissance. La note EcoVadis ressort à 56 contre 35 l'an dernier et CDP, on est désormais noté C contre D l'année précédente. En termes de perspective, on va finir avec ça. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, la demande est très très forte sur l'ensemble de nos marchés et c'est une dynamique qui se prolonge au-delà du plan Pilote 28. Cela implique, à l'échelle du marché, une hausse des cadences de production, j'en ai parlé aussi, et les clients auront ainsi une volonté de rationaliser leur chaîne d'approvisionnement. Bien sûr, pour éviter les coûts qui sont liés à la qualification et au suivi d'un trop grand nombre de fournisseurs, mais également la volonté des clients de privilégier des partenaires qui vont disposer de moyens suffisants pour accompagner les montées en cadence. Dans le même temps, ça veut aussi dire que certains fournisseurs dont la structure financière pourrait être un petit peu moins solide pourraient rencontrer alors davantage de difficultés pour continuer à suivre le rythme de ces hausses de cadence. Donc, dans ce contexte, on a pu identifier un certain nombre d'opportunités avec une vision claire de l'optimisation, de la création de valeur après Pilote 28. On a ainsi défini des nouvelles initiatives stratégiques, j'en parlais tout à l'heure, qui visent à atteindre exactement cet objectif.
Ça repose sur une internalisation accrue de nos activités de traitement de surface. Ça repose également sur un renforcement des capacités dédiées dans la défense. Et enfin, une intégration opportuniste de certains segments de la chaîne de valeur. On anticipe que ces initiatives stratégiques vont représenter une enveloppe d'investissement comprise entre 20 et 30 millions sur 2 ans, soit environ 10 millions sur l'exercice de mars 27 et entre 10 et 15 millions en mars 28. Il convient de noter également qu'une grande partie de ces investissements sont adaptés à des contrats en cours de discussion, pour lesquels ils seront évidemment majoritairement dédiés. Ces initiatives vont permettre au groupe de se concentrer davantage sur des activités spécialisées à forte valeur ajoutée, où la concurrence est plus limitée, et évidemment des activités qui, par la force des choses, vont offrir des marges significativement plus élevées et qui vont venir contribuer à la croissance de la marge du groupe. En conséquence, ces initiatives à moyen terme, c'est-à-dire au-delà de Pilote 28, vont nous permettre de mieux protéger nos marges, améliorer le mix d'activités et, à terme, permettre au groupe de dépasser l'objectif de marge d'EBITDA fixé à autour de 17% dans le cadre de Pilote 28. En conclusion, compte tenu de la dynamique soutenue sur l'ensemble de nos marchés et malgré l'adoption d'hypothèses de change moins favorables qu'auparavant, on maintient l'ensemble de nos objectifs opérationnels, à savoir le chiffre d'affaires et l'EBITDA à l'horizon 2028. On ajuste en revanche légèrement nos objectifs de free cash flow et de levier financier afin d'intégrer l'impact du change et des nouvelles initiatives stratégiques. Je le rappelle, ces initiatives ont vocation à créer de la valeur au-delà de Pilote 28, c'est-à-dire potentiellement également aux yeux d'un éventuel acquéreur qui pourrait dès lors être connu. À plus court terme et à l'exercice clos au 31 mars 2027, nous estimons que nous allons avoir une trajectoire tout à fait en ligne avec nos objectifs 2028, à savoir un chiffre d'affaires entre 530 et 560 millions d'euros, un EBITDA courant entre 86 et 94 millions d'euros et des free cash flow stables à un haut niveau entre 35 et 40 millions, compte tenu, je le répète, d'environ 10 millions d'initiatives stratégiques. Et tout ça devrait nous amener à un levier financier qui va matérialiser la poursuite du désendettement du groupe et qui se situera entre 2,6 et 3,1. Et je vous laisse avec ces dernières perspectives et je vous propose alors d'écouter vos questions, si vous en avez, le cas échéant, soit en live, et je vous invite à le signaler en levant la main, soit grâce à Lucille qui est avec nous et qui nous donnera quelques éléments de questions qui ont été posées au préalable. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment, donc on va peut-être faire des questions qu'il y avait. Ah, si, Monsieur Blem, vous pouvez activer votre micro. Bonjour. Eric, vous pouvez ouvrir votre micro. Alors, là, on va vous entendre. Allez-y. Non, on ne vous entend pas, toujours pas. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, oui, bonjour monsieur. Miracle, la technologie est en C'est train magnifique. d'arriver à bout. Si on fait abstraction des 30 secondes, oui, tout va bien. On vous écoute. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Juste, quel était le montant du dollar sur l'exercice passé, le niveau de dollar par rapport au tableau? Dans le même esprit, vous avez dit que la contribution du Mexique s'était améliorée. Enfin, le déficit avait baissé de 1,3 million. Il est à combien maintenant au niveau de l'EBITDA? Et puis j'aurais une dernière question pour pas prendre trop de temps, parce que sinon je vous embêterai trop longtemps. C'est cette amélioration du BFR qui m'étonne toujours. Alors je crois que l'année dernière, il y avait eu un système d'avance de clients et de factoring. Vous pourriez faire un petit point simplement sur est-ce qu'il y a du factoring des consolidants et est-ce que
c'est curieux de voir une forte croissance de chiffre d'affaires, une amélioration de BFR. Alors, il y a les stocks qui peuvent être bien gérés aussi, il faut dire. Donc voilà, si vous pouvez faire un petit point là-dessus pour expliquer la chose. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Donc, peut-être pour répondre à la première partie de la question sur le Mexique, Alors, et puis après. en fait, les trois sont plutôt pour moi. Allez, allez-y. Sur le dollar, nous avons converti l'exercice actuel en mars 26, pardon. Nous avons converti nos dollars à 1,1280, je crois. Et nous les avions convertis à 1,0640 en mars 25. Donc, ça fait quand même de l'ordre de 4 figures d'écart. 12,80 moins 0,640, ça fait 4 figures d'écart. Et c'est ça qui génère les 15 millions d'euros d'impact négatif sur le chiffre d'affaires et les 7,5 millions d'euros d'impact négatif sur les bidas, parce qu'effectivement, il vaut mieux diviser par 1,0640 que par 1,1280. Merci pour ça. La troisième question, c'était sur le BFR. Hein. La deuxième question, c'était sur le Mexique. Je vais prendre dans l'ordre. L'EBITDA du Mexique. L'EBITDA du Mexique. En mars 2025, le Mexique avait contribué à une son négative à l'EBITDA du groupe de l'ordre de 3 millions d'euros. Cette année, la contribution du Mexique est de l'ordre de 1,5 million d'euros, donc on l'a divisé par deux. C'est une contribution négative. Une contribution négative, voilà. On est passé d'une contribution de moins 3 à moins 1,5. Donc, mécaniquement, ça a amélioré l'EBITDA du groupe, puisque le montant d'EBITDA négatif qui nous remonte est inférieur. Nous avons au mois de mars 2026, c'est pas vieux, nous avons dégagé un EBITDA positif au Mexique sur le dernier trimestre de l'exercice, donc janvier, février, mars. L'EBITDA est très légèrement négatif, mais il est positif sur le simple mois de mars. Et au niveau du budget de l'exercice mars 27, on prévoit d'avoir une contribution positive de l'EBITDA du Mexique, matérialisant ainsi la fin de la recovery financière qui nous a vu passer de moins 7 millions d'EBITDA à mars 24 à un EBITDA positif à mars 27. Et en ce qui concerne votre dernière question sur le BFR, effectivement, le BFR avait généré 11,4 millions à mars 25, 12 millions à mars 26. À mars 25, vous avez bonne mémoire, nous avons eu des cash advance de nos clients qui avaient amélioré fortement cette génération de BFR. En mars 26, nous n'avons pas eu de cash advance de nos clients. On a même commencé à rembourser ce cash advance. Mais malgré cela, le BFR a été positif, a généré 12 millions d'euros de trésorerie, grâce notamment à la maîtrise de nos stocks et nos encours, grâce à une maîtrise de notre encours client et aussi grâce à un bon niveau de la contribution de nos fournisseurs au financement de ce BFR. C'est vrai que dans les années à venir, on aura un rééquilibrage avec un BFR qui impactera de façon malheureusement moins positive les free cash flow futurs. Donc, pas de factoring des consolidants au 31 décembre, au 31 mars. On a du factoring des consolidants au 31 mars 2026, mais on en avait aussi au 31 mars 2025. On a un contrat des consolidants avec notre factureur, qui a été validé bien sûr par nos commissaires aux comptes. Et ça, c'est depuis. Mais je veux dire, le montant est de combien, l'ordre d'idée? Et il n'y a pas de variation du montant, parce que la variation du montant peut influer sur le BFR. C'est pour ça que je pose la question. Il y a une variation du montant, puisque le fait de passer de 430 à 480 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on a plus facturé à nos clients, et donc avec un impôt client qui a valeur absolue à augmenter. Et effectivement, on a plus déconsolidé à mars 26 que ce que nous avions déconsolidé à mars 27. Et pour combien, en mars 26? On est à combien? Alors j'ai en tête le montant qui n'a pas été déconsolidé. On a 4 millions qu'on n'a pas pu déconsolider. Et je pense que la partie déconsolidée, on est sur une quarantaine de millions. D'accord. Et juste le chiffre d'affaires du Mexique, et puis après
Par contre, je vais être obligé de vous arrêter parce que ce serait bien qu'on puisse prendre les questions d'un petit peu tout le monde à côté. M'en voulez Tout à pas, fait. mais c'est que les questions sont nombreuses. Donc, Je réponds à cette question. allez-y. En mars 2026, on a fait pas tout à fait 8 millions d'euros au Mexique. Merci. Merci beaucoup. On a des questions Oui. dans le chat aussi. Enfin, Oui, Lucille, je te on laisse avait faire la monsieur. note de cérémonie. Ouais. Oui, bien sûr. On avait Monsieur Chauvin. Dominique, je vous laisse poser votre question. Oui, bonjour, vous m'entendez, je suppose? Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir. Il semblerait que la crise d'Ormuz impacte particulièrement l'Inde, et en particulier en affaiblissant sa monnaie et l'économie en général. Ma question porte sur les 114 Rafales. Euh, le contrat est-il toujours aussi solide qu'on le dit ou s'il peut un peu déraper? C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que je me souviens que dans le temps, vous aviez annoncé que vous aviez un potentiel client pour acheter les parts que vous souhaitez vendre auprès d'un client indien. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur le prix de vente de la société? Et sinon, pour rester au niveau opérationnel, je serais intéressé de savoir sur l'aviation d'affaires, quelle est votre implication dans l'aviation d'affaires, en particulier aux États-Unis? Est-ce qu'elle est en croissance? Et plus particulièrement sur le 10X d'Assaut, est-ce que vous êtes impliqué? Est-ce que les ventes de cet avion magnifique euh, sont au rendez-vous? Alors, merci pour l'ensemble de vos questions. On va répondre dans l'ordre. La crise dans le détroit de l'Ormuz, s'il impacte l'économie indienne, comme ça peut être le cas pas seulement dans l'économie indienne, hein, de notre point de vue, mais on n'est pas spécialiste en la matière, hein, mais n'impacte aucunement, je pense, leur volonté de s'équiper en Rafale. Le sujet, effectivement, c'est que l'Inde a des ennemis et a souhaité effectivement s'armer. Et donc, de ce point de vue-là, l'affaiblissement de l'économie aujourd'hui ne nous semble pas être un élément qui va remettre en cause ces impératifs stratégiques. La négociation autour de ces 114 rafales, aujourd'hui, suit son cours, semble-t-il, pas trop mal, et on n'a pas d'éléments qui nous permettent de le remettre en cause. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir vous dire. Pour ce qui est d'un éventuel repreneur en Inde, effectivement, à l'époque, on a entretenu certaines conversations préliminaires, pardon, avec un acteur indien. Cet acteur indien en question n'a pas depuis trouvé d'autres capacités, entre guillemets, en France que Figeac Aero. Et donc, bon, ça les concerne plutôt, et je ne suis pas forcément en mesure de vous répondre là-dessus, mais en tout état de cause, il est tout à fait possible que cet acteur soit de nouveau présent dans le cadre de la future cession des parts de Jean-Claude Maillard et de Tikeo Capital, mais sans aucune garantie de ma part, puisque disons que c'est une question qui serait quand même plutôt facilement répondue par l'acteur indien en question. Sur l'aviation d'affaires aux États-Unis, nous sommes présents. Je ne sais pas si on m'entend bien ou pas, j'avais un écho, excusez-moi. Donc, on est présent sur l'aviation d'affaires de manière assez importante, avec les deux plus gros acteurs de l'aviation d'affaires que sont Gulfstream aux États-Unis, ainsi que Bombardier. Et donc, on est tout à fait présent là-dessus, et c'est plutôt, ça fait partie des plus gros clients dans le segment jet d'affaires que nous avons. On continue également à travailler avec Dassault. Et il me semble que nous avons du périmètre sur le 10X. Après, pour vous dire exactement quel chiffre d'affaires par unité du 10X, à ce stade, je n'ai pas forcément l'information sous la main. Et pour ce qui est du dynamisme commercial du 10X, là, je vous renverrai vers la société Dassault Aviation qui communiquera en temps et en heure là-dessus. Et moi, je ne suis pas en mesure de vous donner cette information-là. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Merci. Je vous en prie.
Alors, on avait une autre question de Mathieu Murtin. N'hésitez pas à prendre la parole. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai deux Bonjour questions, Mathieu. voire plusieurs questions qui me sont arrivées, puisque donc je vais citer la première. Donc la première, vous avez un résultat net qui est passé de 3,6 millions à 0,5 millions, malgré un EBITDA record. Donc j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui peut poser problème pour 2027-2028 et l'éventualité d'une augmentation de capital si elle a lieu avec un renforcement de l'actionnariat via Tikehau Capital. Et seconde question, sur la compression du free cash flow, sur les 2 derniers exercices, est-ce que c'est dû à un problème de taille de l'outil de production? Voilà. Alors, je vais vous répondre là aussi. Lors de sa présentation, Joël vous a donné les éléments au niveau du compte de résultat qui vont vous apporter les éléments de réponse à votre première question. Le résultat net, effectivement, facialement baisse de 3,6 millions à 0,7 millions d'euros. Ça, c'est une réalité comptable. En revanche, si vous regardez un tout petit peu plus haut dans le PNL, et si vous attirez votre attention sur la ligne résultat avant impôt, là, vous constatez qu'effectivement, la différence pourquoi finalement, avec l'amélioration de notre performance, malgré tout, le résultat net a baissé, ça n'est que le résultat de l'utilisation de beaucoup moins de déficit d'impôts reportables. Donc, lorsque vous regardez le résultat avant impôt, vous voyez bien matérialiser l'amélioration de la performance opérationnelle du groupe et au global, puisque cette fois-ci, là, on est quand même sur le passage d'une perte de 6,4 millions avant impôt à un profit de 0,7 si ma mémoire est bonne. Donc ça va répondre à votre question. En tout cas, cet EBITDA record, on le retrouve bien sur le bas de page. Et la seule différence, c'est la reconnaissance de déficit d'impôt de manière beaucoup plus importante l'année dernière, à hauteur de 10,5 millions d'euros et seulement 2,1 millions d'euros cette année. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, nous ne prévoyons pas d'augmentation de capital nécessaire dans le cadre du plan pilote 28 ou après le plan pilote 28. Donc ça répond également à votre question là-dessus. En matière de compression des free cash flow, la réalité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des free cash flow qui sont quasi stables par rapport à leur niveau de l'an dernier. Et je le répète, c'était déjà un niveau record. C'était une bonne génération de cash. Par ailleurs, Joël l'a précisé aussi, l'an dernier, nous avions des avances clients dans ces free cash flow, qui avaient donc participé de manière importante à la constitution de ces free cash flow. Donc en fait, aujourd'hui, sans aucune avance client et même en ayant remboursé une partie, excusez-moi, on arrive à générer le même niveau. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé aussi que nous avons également investi un peu plus cette année. Donc l'un dans l'autre, l'amélioration de notre performance opérationnelle, la meilleure génération de cash opérationnel est contrebalancée par un peu plus d'investissement et le fait que, effectivement, on avait un niveau qui était quand même un petit peu boosté l'année dernière par les avances clients que nous avons en partie remboursées cette année. Donc, en réalité, on est quand même sur une très, très belle performance en termes de génération de trésorerie et on s'attend, et vous l'avez vu dans nos perspectives, on continue à penser que cette génération de cash va se poursuivre au fur et à mesure qu'on continue d'améliorer la performance du groupe. Donc, nous avons plusieurs questions dans le chat ou qui ont été posées précédemment concernant la défense et de savoir dans le contexte géopolitique actuel, l'augmentation des budgets militaires en Europe et en Amérique du Nord, quelle place la défense pourrait-elle représenter dans l'activité du groupe à l'horizon 2028 ou 2030? Alors sur la défense, ce qu'on a indiqué par le passé, c'est qu'on pense que la part de la défense qui était au départ du plan autour de 6% pourrait terminer entre 9 et 10% à l'horizon 2028. 2030, aujourd'hui, je ne sais vous donner une réponse très précise. Nous avons effectivement pour plan de commencer à préparer cet après-pilote 28
et le plan qui va suivre, et qui vous donnera aussi cette visibilité à 2030 et peut-être jusqu'à 2032, les contours très précis de ce plan et les chiffres qui vont l'accompagner sont encore en cours de construction chez nous. Donc, j'hésite un petit peu à vous donner des chiffres, mais selon toute vraisemblance, et compte tenu du différentiel de croissance en faveur de la défense et les besoins énormes qui sont exprimés par nos clients dans la défense à ce stade, on peut, je dirais, sans chercher à trop m'avancer, penser qu'on va dépasser les 10%, mais je n'irai vous l'avoir dit si on me pose la question. Voilà, et en tout cas, on reprécisera à ce niveau-là à l'occasion de la communication d'un prochain plan qui interviendra probablement en 2027. Nous avons une question également sur la défense. Les industriels de la défense et l'aéro font appel maintenant à des compétences du monde de l'automobile pour accroître l'efficacité industrielle. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait au sein de Figeac Aéro? Oui, tout à fait. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on fait venir des gens de l'automobile, ça, c'est pas le cas, pardon. En revanche, pour ce qui est d'accroître notre productivité et l'efficacité de l'outil industriel, ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de Figeac Aéro depuis sa création. Il est évidemment extrêmement important pour nous, lorsque nous démarrons la production de certaines pièces, et comme on a tendance à les faire pendant pas mal d'années après, parfois jusqu'à plus de 10 ans après, eh bien effectivement, pendant tout ce temps-là, on ne reste pas les bras ballants et on essaye de trouver l'ensemble des moyens pour optimiser nos schémas de production, parfois de moderniser les machines aussi, et d'arriver à trouver des solutions pour optimiser ce qu'on appelle, nous, les temps de cycle, c'est-à-dire le temps nécessaire en machine pour fabriquer ces pièces-là. De ce point de vue-là, lorsque vous arrivez à optimiser ce temps de cycle, vous l'avez bien compris, ça vous permet d'utiliser la même machine, mais pour d'autres pièces encore, soit les mêmes pièces, soit d'autres pièces. Mais en tout état de cause, ça vous permet de développer plus de capacités sans avoir à investir dans une nouvelle machine. Et donc ça, c'est des choses que l'on fait, je dirais, d'une manière globale pour essayer de tirer vers le haut l'efficacité de notre outil industriel. Pour vous prendre un exemple, dans certains cas, sur certaines grosses productions qu'on a depuis très longtemps, sur 10 ans, il n'est pas rare de constater qu'on peut diviser par 2 les temps de cycle, par exemple. Donc ça, c'est vraiment des choses que l'on fait vraiment au jour le jour et qui vont nous permettre de développer des capacités, pas seulement dans la défense, mais dans l'aéro et dans tous les domaines sur lesquels on va intervenir. Très bien. Il nous reste un petit peu de temps. On peut encore, Simon, tu me dis? Oui, 19 heures. Oui. Il y a peut-être des questions par écrit qu'on avait. Oui, j'en ai déjà posé quelques-unes, mais il va y en avoir d'autres concernant. Lors du précédent webinaire, vous avez évoqué une possibilité d'ouverture du capital de la famille fondatrice. Pouvez-vous préciser si l'État ou le gouvernement pourrait porter un regard particulier sur cette opération? Alors, je ne sais pas si je comprends bien, mais on n'a pas indiqué avoir ouvert le. Non. Enfin, je ne suis pas sûr de comprendre forcément la question. Est-ce que vous. Non, je suis surpris de cette question parce que ça n'a jamais été évoqué. Non, voilà, on n'a pas vocation à ouvrir le capital plus. Effectivement, aujourd'hui, ce qui se profile en termes de recomposition actionnariale, la composition actionnariale du groupe, elle est assez simple. Vous avez, pour faire simple, 50% du capital qui est entre les mains de la famille Maillard, fondateur donc, 25% entre les mains de Tikeo Capital, qui nous avait notamment soutenus juste après le Covid, lors d'une période un peu plus difficile pour le groupe. Donc, il y a aujourd'hui 25%, et le reste est tout simplement réparti entre vous, actionnaires individuels, à environ 40% du flottant, et les 60% restants sont dans les mains d'investisseurs institutionnels français et internationaux. Et il n'y a pas à ce stade
d'ouverture du capital qui soit envisagée par le groupe. Il n'y a, pour ainsi dire, que la cession par Jean-Claude Maillard et la famille Maillard au sens large et de Tikehau Capital qui ont vocation à céder leur participation dans le groupe, ce qui veut dire effectivement la cession de 75% du capital du groupe à un nouvel acquéreur potentiel. Très bien. Nous avons dans le chat deux questions, peut-être que nous pourrons finir sur ça. Monsieur Chauvin. Alors attends, parce que Oui. je vois qu'il y a, pour qu'on puisse faire participer un petit peu tout le monde, je pense qu'il y a une question aussi de Lionel, mais je ne vois pas son nom, pardon, on va l'appeler Lionel, on est entre nous. Et si on peut faire participer ceux qui n'ont pas encore participé. Vous nous entendez, Lionel? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Alors, les questions qui me venaient à l'esprit, c'était vous avez dit que vous alliez en effet sur cet exercice et l'exercice prochain faire des nouveaux investissements pour développer des capacités supplémentaires qui vous permettraient encore d'améliorer le profil de Figeac Aéro. Est-ce que vous pourriez un peu illustrer en fait vers quoi en effet ces investissements pourraient se faire et en quoi ça permettrait en effet d'améliorer encore un peu plus le profil de Figeac Aéro? La deuxième question, c'est par rapport aux différentes échéances obligataires qui vont se profiler. Quelles sont-elles et est-ce que l'amélioration du profil de Figeac Aéro va permettre d'avoir des taux qui soient plus favorables et donc des frais financiers qui seront en réduction au-delà même du remboursement que vous faites au fur et à mesure? Et puis la troisième question, c'est une petite inquiétude par rapport justement à cette cession des parts du fondateur et de sa famille plus Tikehau Capital. Figeac Aéro, c'est un maillon essentiel de la chaîne aéronautique. Et donc, on voit bien qu'il y a des problématiques de souveraineté, surtout que maintenant, vous êtes encore de plus en plus présent dans la défense, des problématiques de souveraineté qui sortent de plus en plus. Donc, j'imagine que c'est quand même assez important d'avoir des actionnaires qui seraient donc intéressés et repreneurs, qui soient français, soit européens. Voilà. Merci pour vos réponses. Merci à vous. Pour la partie sur le profil de remboursement et l'impact sur les taux, je laisserai Joël répondre à cette question. Sur les nouveaux investissements, on l'a un petit peu détaillé pendant la présentation. Les domaines sur lesquels on va aller sont essentiellement, donc la défense, on en a parlé. Là, ici, il s'agit plutôt de développer des capacités dédiées à la défense. Donc, techniquement, pour faire la différence par rapport à ce que l'on a déjà aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, on va prendre des contrats où on a généralement des capacités de production qui sont d'ores et déjà présentes sur certains de nos sites et qu'on va mettre à profit. Lorsque l'on parle de capacités dédiées dans la défense, l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin et de proposer cette fois-ci très probablement des unités de production nouvelles ou des extensions de sites existants qui puissent permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin dans les volumes que l'on pourrait proposer à nos clients. Et les besoins sont très, très forts de ce point de vue-là. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver en France, mais c'est également des choses qui peuvent arriver en Europe parce que les clients sont français ou européens. Et donc, de ce point de vue-là, pour des raisons de souveraineté que vous avez mentionnées dans une troisième question, c'est assez évident que notre empreinte industrielle française et européenne peut répondre favorablement aux contraintes de souveraineté de nos clients dans la défense. On va également se tourner vers le traitement de surface. Alors ça, le traitement de surface, ça peut être des activités de peinture, ça peut être des bains de traitement, ça peut être un certain nombre de choses comme ça. Donc, c'est des activités très spécifiques avec des moyens de production spécifiques. Aujourd'hui, on n'a pas une capacité suffisante pour couvrir l'ensemble de nos volumes d'affaires en termes de traitement de surface et donc on est amené à devoir dépendre, entre guillemets, de sous-traitants avec qui nous faisons affaire, aussi bien en France comme au Maroc et en Tunisie et ailleurs, pour réaliser ces activités de traitement de surface.
Bien sûr, évidemment, à chaque fois que vous allez sortir certaines pièces de chez vous, vous devez les remettre dans des cartons, dans des boîtes. Vous devez emballer tout ça. Vous devez appeler un transporteur, vous devez envoyer ça chez votre traiteur qui doit s'en occuper, déballer, réemballer. Enfin bref, je vous en passe évidemment, parce que on pourrait faire toute la nuit comme ça, mais fondamentalement, vous avez compris que vous prenez 3 semaines à 1 mois dans la vue en termes de temps de cycle avant que vous puissiez livrer les pièces. L'idée pour nous, c'est qu'en fait, c'est des capacités de production qui sont très spécifiques avec des savoir-faire là aussi, et qu'en réinternalisant ces capacités de production, on est en capacité d'aller capturer une marge importante et d'éviter aussi de se retrouver face à des augmentations de prix importantes qui pourraient nous être imposées par des sous-traitants avec qui nous travaillons. Donc là, ici, on est bien sur des segments en tout état de cause où on va aller chercher des activités à forte valeur ajoutée et sur lesquelles, pour vous le dire très clairement, ce que l'on attend sur ce type d'investissement, ces initiatives stratégiques dont j'ai parlé, c'est des niveaux de marge qui sont bien supérieurs à ceux que nous connaissons aujourd'hui au sein du groupe. Sans vouloir donner spécifiquement d'objectifs, mais juste pour vous donner une idée, globalement, on va plutôt aller chercher des choses au-delà de 20%, ce qui est un petit peu supérieur quand même, voire significativement supérieur à ce que nous avons à l'échelle du groupe, puisqu'on est plus autour de entre 16 et 17%. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire en termes de ces nouveaux investissements. Je vais laisser peut-être Joël répondre sur la partie profil de remboursement et impact sur le coût moyen de la dette. Vous avez vu, j'ai présenté un slide sur le profil de remboursement avec un remboursement de 59 millions en mars 27, 76 millions en mars 28 et plus de 150 millions en mars 29. On a un coût de la dette aujourd'hui qui est à 5,7%. Ce coût de la dette devrait, je pense, légèrement baisser puisque on va rembourser de la dette chère compte tenu de l'amélioration du profil de risque de Figeac-Hérault, le groupe va continuer à lever de la dette, mais qui sera moins chère que la dette ancienne. Cependant, on a quand même un stock de dette relativement important. On a 370 millions d'euros de dette brute que nous allons rembourser. Donc, on ne s'attend pas à avoir une baisse spectaculaire du taux moyen de la dette. Le taux moyen de la dette va baisser, mais il va baisser de quelques dizaines de BP. Et pour terminer sur votre question, Lionel, concernant les craintes autour des enjeux de souveraineté avec la cession de 75% du groupe avec la famille Maillard et Tikehau Capital, oui, c'est des choses qui sont évidemment importantes. Ce que vous devez comprendre là-dessus, c'est qu'il y a en réalité énormément d'acquéreurs qui sont tout à fait compatibles avec ce genre d'enjeux. En revanche, et on l'a vu, avec certaines cessions, notamment de la société LMB Aerospace qui fait certains équipements pour le Rafale, la cession a eu lieu, donc à un acteur américain, pour la petite histoire. Mais les autorités françaises ont introduit un certain degré de contrôle par la suite. Ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait s'imaginer. Maintenant, moi, je ne sais pas vous dire exactement quel serait éventuellement le contrôle exercé ou si contrôle il devait y avoir. Je vous dirais simplement qu'il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se faire. Évidemment, à la différence près que si vous avez des acquéreurs qui sont russes, chinois, iraniens, bon, je ne vous cache pas qu'effectivement, ça ne pourra probablement pas aller au bout pour ce type de contraintes. Cela étant dit, gardez quand même en tête que sur la partie défense, oui, il y a des enjeux de souveraineté et donc il peut y avoir, entre guillemets, des négociations autour de ça et des contours d'une éventuelle cession qui mettent un petit peu de côté certaines activités qui auraient pu être considérées comme stratégiques. Mais à ce stade, ce n'est pas quelque chose qui a eu lieu lors de la reprise, notamment par des acteurs indiens, d'acteurs de la sous-traitance française et qui avaient une part de leur portefeuille dans la défense aussi. Donc, je ne vous dis pas que c'est impossible, mais à ce stade, ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment vu de manière forte, ou en tout cas qui implique
l'interdiction d'un éventuel deal. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour votre question. Il est 19h12. Lucille, je ne sais pas si tu as d'autres questions. Je vois que Dominique a une autre question s'il veut la poser. Non, tout a été couvert de mon côté. OK. Oui, merci. Dominique, on termine avec vous. Pour finir, je voudrais vous poser la sempiternelle question sur le niveau de l'action qui avait monté mais qui a rebaissé. Et avec tout ce que vous avez évoqué aujourd'hui et ce qu'on sent comme progression de votre société qui apparemment suit le plan comme un métronome et même on a l'impression que vous allez avec les investissements légèrement dépasser le pilote 28 avant échéance et il y aura donc des investissements à marge supplémentaire. On ne comprend pas bien pourquoi l'action ne progresse pas plus. Est-ce que c'est lié à ce problème de dette qui interroge? Est-ce que c'est lié à ce problème de succession qui interroge beaucoup également? Quel est de votre point de vue les raisons objectives qui font que malgré ces progrès qui semblent se développer, se dérouler comme un métronome, alors en moyenne, l'action progresse, hein. Quand on fait la moyenne sur moyenne période, on voit bien que ça progresse, mais il y a quand même une volatilité assez forte. Tout à fait. Je vous remercie pour cette question. Alors, je ne vous donnerai jamais aucun objectif, vous l'avez bien compris. Vous savez qu'on n'est pas en mesure de faire ça réglementairement parlant. On estime cependant que l'action peut valoir un bien meilleur prix à l'horizon du plan pilote 28, en tout cas. Pourquoi la baisse aujourd'hui, par exemple, avec des résultats qui effectivement sont... On peut se poser la question, parce que c'est vrai que c'est quand même la 5e année de suite où on atteint l'ensemble de nos objectifs. Donc ça, c'est quelque chose dont on est particulièrement fier. Je pense qu'on n'a pas envie de s'arrêter en si bon chemin, évidemment. Et donc, on peut se poser la question, effectivement, lorsque la performance opérationnelle continue de se développer et que les choses se passent globalement plutôt bien, eh bien, effectivement, on peut se poser la question de la baisse. De notre point de vue, hein, et avec les échanges qu'on a avec les investisseurs, fondamentalement, c'est que parfois les gens lisent nos communiqués un petit peu en diagonale et vont dire « Ah, ils baissent leur perspective de génération de cash à mars 28, ça veut dire quelque chose de négatif et ça veut dire qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas pris le temps ou on ne leur a pas suffisamment bien expliqué, bien sûr, la logique de nos investissements stratégiques, les initiatives stratégiques dont on parle. Donc, je pense que de ce point de vue-là, ça, c'est quelque chose qui peut être parfois perçu comme une dégradation de nos perspectives aux yeux de certains investisseurs. Et ça veut dire que moi, Lucille et Joël et M. Maillard et toutes les personnes qui peuvent être en contact avec les investisseurs vont en profiter pour faire acte de pédagogie dans les jours et les semaines qui viennent où on va avoir un grand nombre de contacts investisseurs pour expliquer toujours la logique de ces investissements et à les convaincre sur le bien fondé de la création de valeur en 2028. Et ça, c'est quelque chose dont on est particulièrement convaincu. Maintenant, vous avez pu constater aussi que si sur le moyen terme, l'action augmente, c'est essentiellement dû au fait que nos fondamentaux sont en amélioration. Et ça se confirme année après année. Et donc, on ne déçoit pas là-dessus. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, vous savez que sur les marchés, vous avez des vagues de fonds qui n'ont rien à voir avec nos fondamentaux ou avec nos perspectives, mais qui viennent nous impacter, pas parce que Figeac Aéro fait partie des grands de l'aéro mondial. Non, pas nécessairement. C'est que fondamentalement, lorsque vous avez des fuites de capitaux de l'Europe vers les États-Unis ou je ne sais dans quel sens, potentiellement, ça vous affecte, vous, quasiment autant que d'autres sociétés. Et donc, avec la perspective aussi du conflit au Moyen-Orient, ça a quand même pesé largement sur certaines sociétés de l'aéro, et notamment ceux qui étaient impliqués sur les moteurs, par exemple. Et nous, on est un petit peu dans ce panier-là aussi.
Et donc, de ce point de vue-là, il peut y avoir des impacts qui ne sont pas propres à Figeac Aéro, mais qui sont, je dirais, là parce que c'est la vie des marchés. Et les gens, parfois, basent leurs décisions d'investissement plutôt sur des paniers d'actions et des secteurs que des sociétés prises en isolation. Je vous invite à ne pas perdre confiance non plus si vous avez confiance dans les perspectives de la société, tout simplement parce que vous l'avez dit, à moyen terme, ça a effectivement progressé et nous, on estime qu'on va continuer à progresser sur les 2 prochaines années aussi. Et donc, ça, c'est, entre guillemets, l'engagement qu'on peut prendre auprès de nos actionnaires sur la poursuite de nos efforts pour continuer l'amélioration de la performance opérationnelle qui devrait normalement se retrouver un jour ou l'autre dans le cours de bourse. Bonjour monsieur, c'est Bruno Charpentier. Je ne sais pas si vous m'entendez, j'aurais voulu savoir si vous avez beaucoup d'analystes qui suivent la société. Alors beaucoup, oui et non. Ils sont 4. Vous avez Odo BHF, CIC. Les 2 analystes sont des spécialistes du secteur aéro et défense. Et enfin, vous avez TPI Cap et Kepler Chevreux, qui sont là pour le coup plutôt des spécialistes européens sur des small et mid. Kepler Chevreux étant un gros acteur sur les marchés à l'échelle européenne. Donc, c'est un panel avec des analystes qui restent français aujourd'hui, mais qui est quand même largement suffisant pour offrir différentes perspectives sur la société. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il est 19h19. Je vous propose d'en rester là. Je voulais prendre quelques justes secondes avant de se quitter pour vous remercier à nouveau pour votre présence et en espérant que vous serez présents également sur les prochains webcasts en direct du cockpit. Alors, parfois Joël sera là, parfois on aura Jean-Claude Maillard, parfois on aura Thomas. Je peux vous dire que votre serviteur sera toujours là si Figeac Aéro veut toujours de moi. Et le prochain rendez-vous aura lieu en septembre à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre. Et donc, si on ne se reparle pas d'ici là, je vous souhaite un excellent été. Profitez pour aller voir des meetings aériens et continuer à voyager et à rêver en regardant les avions en vous disant « Ah, il doit y avoir des pièces de Figeac Aéro là-dedans, je le sais, et je poserai la question à Simon lors du prochain webcast. » Merci à tous. Merci à On vous souhaite une excellente Merci soirée. beaucoup. Merci à tous. Avec 10 millions de perte.